Ce livre, en réalité, est né d'une idée assez forte, il y a quelques mois. L'idée que nous vivions depuis une dizaine d'années dans un climat intellectuel qui était un climat tout à fait respectable, mais très marqué par une vision négative de l'évolution de l'économie française et de la société française. D'ailleurs, plus généralement, le regard était très négatif sur l'Europe et sur la manière dont l'Europe pouvait tirer son épingle du jeu dans un monde qui était en train de se bouleverser, puisque on voyait que le centre de gravité économique du monde était en train d'aller vers l'Est. Et donc l'idée générale, c'était que nous étions dans un déclin. Déclin, c'est pas tout à fait décadence, mais ça s'en rapproche, c'est-à-dire que l'aventure est terminée, que la fin de la route est proche, et qu'il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est, au fond, se spécialiser dans des activités économiques, qui étaient des activités économiques de pays matures, de pays vieux, c'est-à-dire essentiellement le tourisme, un peu l'immobilier, ce qu'on a vu dans un pays comme l'Espagne, et puis quelques spécialités moins flamboyantes comme l'accueil des personnes âgées dans le cadre de maisons de retraite. Enfin, tout ça était un univers sans avenir, sans possibilité. Et plusieurs économistes ont jugé, à partir de la fin de l'année dernière, qu'il était important de lancer le débat sur deux thèmes. Premier thème, peut-on être sur l'économie française et l'économie européenne optimiste, ou est-on condamné à rester pessimiste? Première question, qui est une question légitime, auquel ce livre, parmi d'autres, tente de répondre. Et puis, quel est le rôle de la France dans une Europe qui, évidemment, existe, qui a, au fond, à la fois des difficultés, mais aussi des succès. Mais comment fait-on pour que des pays de taille importante sur le plan économique conservent à la fois leur envie d'avoir leur propre chemin, tout en étant intégrés dans un ensemble plus vaste? Voilà les deux questions qui étaient au cœur de la discussion lancée il y a maintenant quelques mois, et qui évidemment s'opposaient farouchement aux déclinistes divers et variés, qui sont des hommes et des femmes tout à fait respectables, mais qui poussaient peut-être le bouchon un peu loin, parce que des titres comme celui de Jacques Attali sur « Dans 10 ans, nous serons tous ruinés », ou dans des titres « La France qui tombe », ça c'était encore la version optimiste de Babrez, mais après ça, « France, ton économie fout le camp », etc. Enfin, on avait le sentiment que c'était piégé. Je rajoute un dernier aspect, c'est que je crois qu'évidemment, l'économie n'est pas faite que de psychologie, mais qu'elle est faite également de psychologie. C'est-à-dire que, comme le disait Keynes, il y a ce qu'on appelle les animal spirits, le sentiment qu'on est plutôt en train d'être dans une période qui est favorable, tout en étant convaincu qu'il y a aussi des faits et des objectifs auxquels il faut être attentif. Donc, il fallait se débarrasser de ce regard excessivement pessimiste, tout en admettant que les 15 ou 20 dernières années pour l'économie française ont été des années de mauvaise qualité. Quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun doute sur le fait que nous ayons perdu en compétitivité à partir de l'année 2000. Quand on regarde bien, par exemple, les parts de marché que nous avions sur la zone euro, donc sans problème de difficulté de change, on pourrait toujours dire que c'est lié au change, etc., sans difficulté de change, on s'aperçoit que à la fois nous avons plus perdu que les autres, puisque tout le monde a un peu perdu dans la mesure où les pays émergents sont venus sur ces marchés de manière importante, donc les parts de marché ont diminué de manière assez significative partout, mais nous avons plus perdu que tous les autres pays, et notamment de notre concurrent premier, qui est pays qui
pose le plus de problèmes, qui est l'Allemagne. Et en réalité, on s'aperçoit que ce que nous avons perdu, c'est l'Allemagne qui l'a gagné. Donc on a longtemps vécu avec l'idée que la France et l'Allemagne étaient deux pays qui étaient totalement complémentaires. C'est totalement inexact. Nous sommes deux pays en compétition avec simplement des gammes de produits ou de technologies qui sont un peu différents. Et comme il s'avère que nous avons vu notre avantage coût un peu diminuer, pas de manière énorme, mais peut-être de 15% par rapport à l'Allemagne, l'avantage coût que nous avions a été, j'allais dire, largement d'abord a disparu, et à ce moment-là, la qualité, la gamme, le niveau, etc., tout ça a fait que les résultats de l'économie française ont été très médiocres dans les 15-20 dernières années, avec une détérioration, pas dramatique, mais assez significative à partir des années 2000. Donc, premier point, oui, un regard lucide sur ce qu'a été l'économie française, non au déclinisme. Alors là-dessus arrive la crise. Et évidemment, la crise, ça a deux éléments qui sont importants pour les économistes. Le premier, c'est que ça fait apparaître de manière extraordinairement forte les difficultés qu'on peut avoir. Et donc le déclinisme s'est transformé, s'est exacerbé dans une vision d'une dramatisation insoutenable, inacceptable d'une certaine manière, notamment sur l'histoire de la dette, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais en revanche, ça remet tout à plat, et notamment les idées un peu simplistes qu'on avait de l'idée que le monde allait obligatoirement voir le pouvoir économique complètement passer dans les pays émergents. Tout ça sont des visions qui sont apparues comme ayant une part de vérité, mais ne pouvant pas être totalement justes, et que l'histoire économique montre qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas d'évidence. Personne ne sait ce qui se passera dans les années 2015-2020. Tout dépendra de ce que les uns et les autres feront. Je reviens un instant sur la dramatisation inacceptable qui a été à ce moment-là développée par les déclinistes, très largement soutenue par un certain nombre de journalistes qui en ont rajouté beaucoup de couches, notamment sur la dette. Chacun sait que à partir du moment où on est rentré dans la crise, les pays européens ont soutenu le pouvoir d'achat en Europe à des degrés divers à travers l'accroissement de leur dette publique, en transférant des capacités de financement que le privé ne pouvait plus fournir vers les ménages, donc en soutenant le pouvoir d'achat des ménages. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une dette privée qui, elle, a permis au pouvoir d'achat et à la capacité de consommation des consommateurs américains de se maintenir. Donc les deux côtés de l'Atlantique sont retrouvés avec deux difficultés importantes, mais pas insurmontables, des dettes dont chacun voit bien qu'il va falloir les faire diminuer, mais sans pour autant que ceci représente la fin du monde. En revanche, nos amis déclinistes ont renforcé l'idée que la dette a pris un caractère quasiment moral. La dette, c'est ce qui n'est pas bien, et surtout, c'est ce qui conduit à l'inéluctable, c'est-à-dire à la faillite. Beaucoup de mots ont été employés. Je rappelle que le Premier ministre français a employé le mot « la France est en faillite », ce qui est quand même une expression très largement discutable sur le plan tout simplement des faits. Il y a un bilan, il y a un actif, un passif, et il faut qu'il y ait un déséquilibre entre les deux, ce qui n'est pas le cas, négatif. Donc, la dette est devenue le cœur du cœur de ce qu'est à la fois le péché, à la fois le drame, et puis l'impossibilité de s'en sortir. D'où l'idée qu'il fallait remettre les pendules à l'heure, et c'est l'objectif de ce livre. Vous allez voir qu'on va retrouver en fin de discussion le cœur de la politique économique qu'il faut mener, qui est une politique économique compliquée. Pas du tout une situation simple, mais c'est pour la fin. Alors, essayer de rééquilibrer le tableau
dans son côté alors plus positif, c'est de souligner les résultats de l'économie française, qui certes ne sont pas exceptionnels, mais lorsqu'un pays fait 1,5 point de croissance, ce qui n'est pas énorme, mais la richesse moyenne des Français continue à augmenter. Donc il faut tout simplement se rappeler 2-3 vérités. C'est pas au fond le drame. Après ça peut être redistribué. On peut avoir beaucoup de discussions sur la manière dont tout ça doit être organisé, mais la richesse moyenne continue à augmenter. Et puis la France a beaucoup d'atouts, et notamment 2 atouts évidents qu'elle a peut-être de manière plus forte que n'importe quel autre pays de l'OCDE, et qui sont les suivants. Le premier, c'est qu'elle a une jeunesse qui se traduit par l'existence d'un taux de natalité, d'une immigration qui fait que, en réalité, elle dispose d'un accroissement de population active qui est évidemment un plus. Or, ça ne l'est pas à très court terme. Lorsque l'Allemagne voit son taux de chômage baisser, c'est évidemment parce qu'il y a une différence de 100 000 personnes par an sur le marché du travail entre la France et l'Allemagne. Ça joue, évidemment. Mais sur le fond, ça permet, dans les faits, de voir la croissance potentielle augmenter, pour peu que l'on soit apte à donner une véritable ouverture aux couches de jeunesse qui arrivent, premier aspect. Deuxième aspect, c'est que cette jeunesse est à la fois très bien formée et très mal formée. Très bien formée pour les 2 tiers, très mal formée pour le dernier tiers, dans des conditions qui sont inacceptables, mais j'y reviendrai aussi, ça fait partie des choses à modifier. Il y a les 150 000 jeunes qui sortent sans la moindre qualification de l'enseignement secondaire. Et puis le deuxième atout, c'est évidemment l'atout de l'épargne. Nous sommes un pays qui est un pays riche et qui donc dispose à la fois d'un patrimoine et d'une capacité d'épargne qui est très importante. Et donc, lorsqu'on retrouve les 17% ou 16% de taux d'épargne annuel, c'est évidemment un atout gigantesque. Tout dépend, comme sur le premier atout, la manière dont on traite les thèmes. Et ces thèmes doivent être traités de manière extraordinairement soigneuse. Je rajoute que dans le discours général sur le déclin et la décadence, il y a l'idée assez simple que c'est un pays qui est difficile à réformer, pas faux. Du moins, très difficile à réformer dans le discours. Mais le plus bel exemple de réforme réussie par l'équipe politique en place, c'est celle du système d'enseignement supérieur, dont on peut dire tout ce qu'on veut. Ça a été à la fois bien pensé, nourri par des ressources financières très importantes, et en réalité, ça mettra 10 ans, mais c'est parti pour donner à l'enseignement supérieur en France une qualité qu'il n'avait pas jusqu'alors. J'ajoute que sur ce plan-là, le jugement de Shanghai a été très utile parce qu'il a ramené les choses à la vraie valeur. Vous savez que pendant des décennies, on a dit l'enseignement supérieur français est divisé en 2. Il y a les grandes écoles qui sont formidables et l'université qui est nulle. Donc c'était très simple. Et on va embaucher les gens des grandes écoles et les universités, à quelques exceptions près, on ne peut rien en faire. Heureusement, Shanghai est venu rappeler que nos grandes écoles étaient certes formidables, mais inconnues au bataillon, c'est que personne n'en avait jamais entendu parler en dehors des frontières, et qu'il y avait quelques universités qui étaient bonnes, et que tout ça devait être bougé. À la fois bouger les uns, les autres, les troisièmes, se rapprocher, il fallait tout réorganiser, le dispositif. Et donc, ça a quand même été bien entamé sur ce plan-là. Tout ça pour dire que, avec ces 2 atouts, et des handicaps, qui sont essentiellement une difficulté à évoquer les thèmes qui sont des problèmes en changement sur les différents marchés, marché de biens et services, marché du travail, marché financier, de manière, j'allais dire, normale.
à peu près équilibré, qui est un handicap majeur, il se trouve qu'on est bien armé en sortant d'une période dont il faut rappeler qu'elle ne fut pas bonne. Alors que faire par rapport à ça? Il faut prendre les deux atouts et se dire de quoi avons-nous besoin. Nous avons besoin d'une génération qui soit complètement bien formée. Et il est vraisemblable que les 150 000 jeunes, plus ceux qui sortent aussi de l'enseignement supérieur, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'on dit, parce que quand on regarde de près, on s'aperçoit que ce n'est pas les chiffres traditionnels employés, c'est donc vraiment dans l'enseignement secondaire qu'il y a l'énorme problème. On s'aperçoit que c'est évidemment dans l'enseignement primaire que les phénomènes de segmentation, de sélection, de séparation, d'exclusion ont lieu et que c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est-à-dire qu'il faut parler aux syndicats enseignants de manière raisonnable, en reconnaissant tout le boulot formidable qu'ils font et en reconnaissant qu'il y a des trucs qui ne vont pas et qu'il faut le faire. J'imagine donc que ce point-là est résolu. Après, demeurent ces 700, 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans, qui en fait sont incroyablement dynamiques. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt le chiffre de création d'emplois. On me dit qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, on nous dit qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs peut-être. D'abord, je ne vois pas en quoi un auto-entrepreneur n'est pas un entrepreneur. Mais même je divise par 3, par 2, et même par 3, le nombre d'entreprises créées l'année dernière, 600 000, je divise par 3, 200 000. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent dans le pays, beaucoup qui meurent. Difficulté majeure de faire croître ces entreprises, problèmes pour le financer. Mais l'un dans l'autre, et quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est évidemment beaucoup de gens des générations montantes qui créent ces entreprises. C'est un plus formidable et ce serait une erreur absolue de ne pas prendre ça en compte. Mais faut-il encore que les jeunes aient le sentiment de pouvoir rentrer sur le marché du travail normalement. Alors c'est ma première proposition. Elle est une conviction extraordinairement forte. J'y suis accroché de manière sans limite. C'est le fait que certes, il y ait des périodes d'essai pour les embauches des jeunes, mais qu'on supprime cette exception française que sont tous ces contrats à durée déterminée, stages et autres plaisanteries, destinés à créer finalement un barrage psychologique majeur. Je rappelle qu'un jeune qui n'a pas un contrat à durée indéterminée ne peut pas, un contrat normal, on ne va même pas l'appeler contrat à durée indéterminée, le contrat ne peut pas emprunter de l'argent pour s'acheter une bagnole, ne peut pas, etc., etc., etc. Enfin tout ça n'a ni queue ni tête. Nous sommes le seul pays au monde qui a 17% de son stock d'emplois qui ne sont pas des emplois à durée indéterminée. Et en tant qu'universitaire, j'assiste à ce phénomène incroyable pour embaucher un jeune sorti même d'une école très brillante d'ingénieur. Pour un stage de 3 mois, on lui fait passer 5 entretiens. Enfin, tout ça n'a ni queue ni tête. Et c'est, je pense, le point essentiel. Supprimer cette invention du contrat à durée déterminée qu'il faut maintenir pour des cas très particuliers qui représenteront, comme dans tous les autres pays, sur le stock 1% des contrats. Et le reste, c'est des contrats. Avec des durées des périodes d'essai qui sont longues, et si les gens ne font pas l'affaire, ben ils ne font pas l'affaire. Mais on sort de cette vision. Le deuxième sujet, c'est qu'il nous faut à la fois diminuer notre endettement, c'est-à-dire notre difficulté à équilibrer nos comptes publics. À l'heure qu'il est, il faudrait diminuer de l'ordre de 20 milliards par an, ce qui n'est pas négligeable. Et 20 milliards par an, ça signifie arithmétiquement, de manière directe et indirecte, qu'on prélève 20 milliards sur le pouvoir d'achat des Français. Ceci signifie qu'immédiatement, si on fait ça, on fait une réforme fiscale qui fait que le bas les 20 milliards, on va les prendre dans les tranches fiscales les plus fortunées. Ce qui ne va pas bouleverser l'histoire du monde. Tout ça n'est pas du tout impossible à régler. Mais il faut le faire.
car nous n'avons pas encore commencé à réduire la dette, et je ne savais pas que je sois, comme j'indiquais tout à l'heure, convaincu que l'histoire du monde se joue sur cette dette, mais je trouve qu'il y a des marchés, que si on veut travailler correctement, il faut, disons, se séparer de ce problème. Et en même temps, il faut que nous investissions l'équivalent, 20 à 30 milliards d'investissements dans des secteurs qui sont les secteurs qui permettront de retrouver les niveaux d'activité chez nous, comme dans les autres pays de l'OCDE, États-Unis inclus, les emplois qui ont été perdus, et 10% qui ont été perdus simplement parce qu'il y a eu les délocalisations d'à peu près l'équivalent de ce nombre d'emplois, ce pourcentage d'emplois. 20 à 30 milliards. Et là, c'est la deuxième mesure qu'il faut prendre, qui est compliquée et très utile, et qui est aussi la réforme fiscale. Elle consiste à favoriser, petit 1, l'épargne de long terme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un petit avantage si on peut prendre l'assurance vie, qui n'est pas d'ailleurs de l'assurance, qui n'est pas d'ailleurs de l'épargne de très long terme, même si dans les faits, ça l'est. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, il faut que l'on montre bien qu'il est plus avantageux fiscalement de faire ça plutôt que de mettre dans son livret d'épargne qui, lui, est totalement liquide et qui est l'épargne financière de très court terme. Je rappelle que la durée moyenne des contrats d'assurance vie, c'est 14 ans. Donc ça signifie qu'en moyenne, les gens font quasiment deux affaires de suite. Et ça, il le faut. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette épargne de long terme puisse être utilisée pour des investissements de long terme, ces investissements d'avenir, qui eux-mêmes, pour partie, doivent être financés de cette manière-là. C'est ni l'État ni les banques qui le financeront, mais qui doivent être par ailleurs un peu protégés de risques majeurs. Pourquoi? Parce que s'il y a un effondrement du taux de change ou un effondrement de l'activité économique mondiale, il faut que l'épargne des gens qui ont mis donc cette épargne, puis ces investissements en long terme, soient rassérénés, si on veut que ça marche. Voilà les deux éléments. Et donc, quand on résume bien, petit 1, nous avons tous les atouts pour rebondir. Rebondir, c'est peut-être avoir un taux de croissance qui est de l'ordre de 2,5, peut-être un peu plus, ce qui résout une partie des problèmes. Ça signifie que nous continuons à avoir une immigration qui est de l'ordre de ce qui est aujourd'hui l'objet du débat, peut-être 200 000 personnes, que nous continuons à accueillir beaucoup d'étudiants étrangers, c'est notre force pour l'avenir des décennies, que nous ouvrons complètement le marché du travail de manière normale à la jeunesse, que nous effectuons 2 éléments de réforme fiscale. La première, c'est sur l'impôt sur le revenu, évidemment rapproché de la CSG, mais ça c'est plus psychologique qu'autre chose, c'est pour rappeler à tout le monde que tout le monde paye l'impôt dans notre pays, contrairement à ce qu'on raconte. Je rappelle que pour un smicard, la CSG, c'est 1 200 € par an, c'est un peu plus d'un mois de salaire. Et il faut contrebalancer les effets de réduction du déficit public. Deuxième élément de la réforme fiscale, favoriser massivement l'épargne de long terme et aider à ce que cette épargne de long terme se transforme en investissement d'avenir. Voilà ce qu'on peut dire. C'est donc un discours qui est, j'allais dire, normalement optimiste, qui n'est pas de la méthode Coué, qui est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, qui part d'un principe, c'est qu'on a une jeunesse qui est composée de mêmes individus avec les mêmes qualités que les prédécesseurs, simplement peut-être plus proche du monde économique que ne le furent les générations précédentes. Et donc il faut utiliser ce dynamisme potentiel. J'ajoute que tout ça peut se faire dans un climat européen dont moi je pense qu'il est bien meilleur aujourd'hui qu'il ne le fut il y a encore quelques mois. Je trouve que les mécanismes mis en place de stabilisation financière sont loin d'être secondaires et inefficaces. On le verra dans les mois qui viennent. Et derrière, le monde, il va changer. Évidemment que le monde occidental ne se laissera pas complètement, j'allais dire, pompé par les pays émergents. Il y aura un rééquilibrage à un moment ou à un autre. Tout ça est écrit dans le bon sens
de l'histoire des pays ou des groupes de pays. Mais rien de tout cela ne me paraît ni impossible, ni conduire à un pessimisme excessif, bien au contraire.